Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, manger ou scroller, il faut choisir. Oui, c'est même plus une question. Et si on laissait nos portables hors de table, démonstration, ce sera à suivre dans le nouvel épisode de La Famille Tout Écran en partenariat avec le Clémy. Elle a une idée derrière la tech, elle ne choisit pas entre scroller ou entre manger, c'est Jeanne Dreyfus, parce que Jeanne, cette semaine, tu nous emmènes, ça n'a aucun rapport, dans une exposition sur les insectes qui a lieu au Jardin des Plantes. Et plus précisément à la galerie de minéralogie, où je vais vous faire voyager dans le monde merveilleux des mini-monstres, ou exposition sur les insectes qui est visible en ce moment à Paris, au Jardin des Plantes, en effet, manger. Eh oui, les insectes sont nos amis. La question du jour, comment repenser les écoles de commerce à l'ère de la data? Comment miser sur des études supérieures en phase avec ce monde qui change? Les écoles de demain se préparent aujourd'hui. On en parle avec Grégoire Genet. Grégoire, vous êtes le CEO et le cofondateur d'Albert School. Bonjour à vous. Bonjour, merci de me recevoir. Et puis en deuxième partie, on sera rejoint par Olivier Gérard, le coordinateur média et usage numérique de l'UNAF, le coordinateur surtout de l'initiative Pédagogue, parce que vous n'êtes pas sans savoir, c'est aujourd'hui que la Paris Games Week ouvre ses portes édition 2022. Ça, c'est pour le programme du talk, mais d'abord, focus. Arrêtez de consulter votre smartphone entre la poire et le fromage, les repas en famille évidemment. C'est bien plus agréable sans écran, de quoi conserver votre appétit numérique pour plus tard. Démonstration tout de suite avec La Famille Tout Écran et le Clémy. C'est génial, vous avez vu cette vidéo? C'est un panda qui fait du roller. Bon, chérie, on est à table. Oh oui, c'est pas bientôt fini. Je commence à avoir la batterie qui chauffe. C'est une vidéo de pingouins qui dansent la polka. Non mais des pingouins, quoi. Top, photo papa, salle de bain ridicule. Attends, je regarde. C'est moi. C'est une vidéo que j'ai postée la semaine dernière. Quoi, 100 000 j'aime? Pourquoi c'est juste moi qui me prends en photo dans la salle de bain? Bah en fait, on voit tes fesses dans le reflet derrière. Non mais faut la supprimer, là. Mais si tu lâches ton portable, on te montrera peut-être comment faire. Ça m'empêche. Je suis tendance. Tendance ou pas, les écrans n'ont pas leur place à table. Essayez de ne pas grignoter, et encore moins devant nous. Et est-ce qu'on se dit les choses si chacun a le nez sur son écran? Alors ouvrez la porte, sortez, bougez, courez, dansez, faites des claquettes. Amusez-vous. Quelqu'un a filmé ça, c'est énorme. Non mais c'est un million de vues à coup sûr. Oh, il est irrécupérable. Allez, on vous laisse reprendre aux écrans, surtout si c'est pour regarder l'école du futur. Ça tombe bien parce que sur cette toute première partie du talk aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment les écoles de commerce se réinventent. Et pour en parler à nos côtés, Grégoire Genet, vous êtes le CEO et cofondateur d'Albert School. Bonjour à vous, Grégoire. Bonjour. Alors, Grégoire et surtout Albert School, sinon Grégoire School tout simplement, c'est en tout cas une école de commerce qui veut ne pas faire les choses comme les autres. Tiens, Albert School, elle veut être une école d'abord d'excellence conçue pour l'ère de la data. Elle veut aussi former les cadres de la nouvelle économie et de ce monde qui change, des têtes bien faites, oui, mais surtout des talents qui ont aussi du cœur et des valeurs, si je comprends bien, Grégoire. Exactement. L'ambition d'Albert School, c'est de former les leaders de l'économie de demain. Donc il y a beaucoup de choses dans cette phrase. Il y a le côté leader, puisqu'effectivement, on est une école d'excellence. On est une école avec des vraies sélections à l'entrée et un programme exigeant. Finalement, s'il y a des sélections à l'entrée, c'est parce qu'on ne veut pas mettre des élèves en situation d'échec. Et donc, comme le programme est exigeant, il faut bien les choisir, les élèves. Oui, et donc on continue quand même. Et c'est finalement, j'allais dire, le seul point commun avec les écoles de commerce traditionnelles à faire entrer les élèves sur concours. D'abord, cette école donc, qui ouvre ses portes à Paris, elle s'appelle Albert School. Pourquoi Albert? C'est quand même la question qu'on se pose. Alors déjà, on voulait un prénom, parce que les successions de lettres qui veulent rien dire, comme beaucoup d'écoles de commerce, finalement, les gens s'y attachent pas. Et puis Albert, ça vient d'Albert Einstein, qui non seulement était un grand scientifique et donc renvoie à une image d'excellence, mais en plus ne collait pas trop déjà à son système avec l'éducation supérieure, était un peu disruptif, et ça l'a pas empêché évidemment de très bien réussir.
Donc pour pouvoir réussir à trouver les Einstein du commerce et de 2022 et surtout de 2030, parce qu'on imagine que votre horizon, évidemment, il est notamment sur ces métiers du futur, ces 85% de professions qui sont encore en cours de création aujourd'hui et qui vont coller à ce monde qui change, à cette économie, à cette société en plein renouvellement. Vous a dit qu'il fallait miser sur la data pour renouveler le genre. Pourquoi exactement ? Alors déjà, pourquoi une école de commerce doit miser sur la data ? Parce qu'aujourd'hui, on fait de la data, mais surtout dans les écoles d'ingénieurs. Et en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ces deux mondes, commerce et ingénieurs, on ne peut plus les dissocier. Alors pour les startups, c'est évident, toutes les startups sont basées sur la tech, mais les grands groupes, c'est aussi le cas. Les grands groupes font tous leur révolution digitale et elles ont besoin de collaborateurs dans les fonctions métiers, donc en marketing, en finance, en opération, qui maîtrisent ces enjeux techniques, qui maîtrisent la data et qui sont capables de l'exploiter pour prendre des décisions plus précises, plus rapides. L'exemple le plus parlant, c'est Amazon, qui est peut-être la première boîte qui était ce qu'on appelle data-driven, donc qui s'appuyait vraiment sur la data. Et puis ça leur a permis d'avoir une trajectoire complètement dingue ces 30 dernières années et de devenir la plus grosse boîte dans le monde. Mais donc si, et on comprend ici tous les jours dans l'école du futur, en effet, ces entreprises font leur transformation numérique, leur transformation digitale. Aujourd'hui, elles arrivent aussi à un moment où elles font leur transformation sociétale. Et donc, au-delà de la data, c'est aussi de l'impact qu'on cherche justement à pouvoir trouver, à pouvoir servir, là aussi. Ces étudiants, ces étudiantes qui vont peut-être candidater pour entrer chez Albert School, ils sont aussi mués par des valeurs très fortes. C'est ce qu'on a vu notamment en juin dernier au moment de la remise des diplômes dans d'autres écoles et notamment des écoles de commerce avec plusieurs lettres, où on voyait des jeunes diplômés qui se rebellaient finalement contre le monde auquel on les avait préparés. Albert School a su anticiper ces nouvelles valeurs-là à transmettre aux futurs talents de ce monde ? Oui, je pense effectivement qu'il est très important aujourd'hui quand on enseigne disons, le business ou le commerce de manière générale à un élève, qui comprenne bien finalement qu'aujourd'hui, une entreprise, elle ne cherche plus uniquement à optimiser ses profits. Aujourd'hui, une entreprise, elle est jugée sur plein de critères et on cherche finalement ce qu'on appelle les bénéfices partagés. Donc l'impact qu'on va avoir sur ses collaborateurs, l'impact qu'on va avoir certes sur ses actionnaires, mais aussi sur la société. Et donc tout ça, c'est des choses qu'il faut mesurer. Et finalement, pour mesurer tout ça, alors les finances, on sait bien les mesurer, ça fait longtemps qu'on fait de la comptabilité. Et il y a un post aujourd'hui très intéressant de Jean-Marc Jancovici sur LinkedIn où il explique, mais finalement, pourquoi pas rendre obligatoire la comptabilité carbone. Et ça, on le fait pas. Mais pour le faire, c'est beaucoup plus compliqué que de faire la comptabilité des finances, puisque finalement, cette donnée-là, elle n'est pas disponible aussi simplement. Et donc c'est là où maîtriser les enjeux de data devient aussi très important, pour mesurer justement son impact de choses que d'habitude, on ne quantifie pas forcément. Oui, la data qui devient véritablement un GPS aussi pour pouvoir quantifier la durabilité, l'impact aussi d'une entreprise et d'un métier, même tout court, sur cette société et sur l'environnement. Une école qui mise là aussi sur ces valeurs, c'est forcément une école qui est plus inclusive aussi, qui veut aussi préparer justement cette société plus ouverte. Absolument. Nous recrutons en post-bac, on se défait un peu du système de la prépa, qui finalement correspond à une petite partie de la population qui déjà ont l'habitude, connaissent bien le système des prépas, et puis peuvent aussi mettre leur vie de côté, entre guillemets, pendant 2 ans pour faire que travailler. Et puis l'autre problème qu'on identifie avec la prépa qui diminue la diversité, c'est qu'à partir du moment où il y a un concours, les élèves vont optimiser pour ce concours. Et donc ils vont tous devenir des calques qui savent faire la même chose, c'est-à-dire passer ce concours. Nous, on veut des élèves qui vont être très forts en marketing et qui comprennent un peu la data, des élèves qui sont très forts en marketing, en data, qui comprennent un peu le marketing, etc. Enfin, on veut des profils divers. Et donc on pense que pour éviter de faire des calques, il faut éviter les concours. Donc concrètement, alors vous évitez les concours, mais vous en faites quand même pour pouvoir justement aller chercher ces futurs talents d'Albert School. Concrètement, si moi je candidate, alors ça ne va pas être le cas, mais si je candidate en l'occurrence à l'entrée à Albert School, je suis soumise à quelles épreuves, à quels tests ? Donc nous, on recrute en post-bac. C'est là où je dis qu'on prépare pas. N'insistez pas non plus. Non, mais on fait... effectivement, on fait un concours, mais on ne prépare pas un concours. C'est le fait de préparer un concours en fait, qui crée des calques. Faire un concours, ça permet de sélectionner effectivement des élèves. Il y a un test de logique / de mathématiques qui dure 1 heure. Ensuite, on demande les dossiers scolaires et puis on fait un entretien d'admission individuel avec chacun des élèves. D'accord, parce qu'on l'a aussi, on mise sur la personnalité de l'étudiant et de l'étudiante, comprendre quelle va être, encore une fois, la façon dont il va pouvoir aussi, j'imagine, s'intégrer dans la promo de cette école, parce que ce que vous êtes en train de décrire aussi, c'est le fait de se dire que quand on entre dans une école aujourd'hui, on entre aussi dans une mini-société en cours de construction. Complètement. Et du coup, même plus que de s'intégrer dans l'école, ce qu'on cherche, c'est des élèves qui vont nous aider à co-construire l'école et qui vont nous aider à la co-construire en ligne avec la culture qu'on veut mettre en place.
Et vous avez dit quelque chose de très intéressant, c'est que la culture qu'on va mettre en place, c'est beaucoup plus proche d'une culture d'entreprise que d'une culture d'école. Aujourd'hui, les écoles, ça reste un des rares systèmes qui est resté très pyramidal, avec un directeur omnipotent qu'on ne voit jamais, qu'on vous voit, des professeurs qu'on vous voit. Les entreprises, elles ne fonctionnent plus du tout comme ça. Et donc nous, on veut tout remettre à plat, et les élèves nous tutoient leurs professeurs, et on les traite plus comme de jeunes collaborateurs que comme des élèves. Ce qui leur permet de développer un vrai savoir-être, et le jour où ils rentrent en entreprise, et ben en fait, ils se comportent déjà comme des adultes et plus comme des élèves. Donc ça veut dire qu'on brise les silos et que la bonne nouvelle pour ces étudiants et ces étudiantes, c'est qu'ils n'auront même pas à passer par l'étape du silo tout court une fois qu'ils entrent en entreprise pour pouvoir savoir mieux, justement, faire remonter l'information, pouvoir travailler en mode projet avec l'ensemble des équipes. Comment est-ce que justement on arrive là aussi dans la question d'inclure tous les talents au sein d'Albert School, notamment, à attirer plus d'étudiantes, plus de talents au féminin, parce qu'on le sait, les écoles d'ingénieurs qui évidemment étaient celles qui préparaient traditionnellement aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, si je devrais dire, au métier de la data, avaient tendance à laisser les talents féminins au bord de la route, alors que d'autres écoles qui peuvent là aussi miser sur la question de l'éthique, notamment sur la question du business, quant au métier du numérique, attire plus justement les filles. Là aussi, c'est un des critères qui est très important pour Albert School. Oui, c'est un critère très très important. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui nous aident à prendre plus de filles que les écoles d'ingénieurs. La première chose, c'est effectivement d'éviter la case prépa scientifique qui rebute beaucoup de filles. La deuxième chose, c'est un comité diversité qui nous aide, avec notamment des femmes très inspirantes pour les jeunes filles qu'on peut recruter. Donc il y a Camille Brégé, qui est la patronne du BCG Gamma à Paris. Il y a Élodie Pertuiseau, qui est au Comex de Carrefour, qui est la patronne de la data de Carrefour Monde. Donc elle nous aide à faire rayonner finalement des femmes qui ont réussi dans ces métiers de la data et à inspirer les jeunes filles à nous rejoindre. Donc dès la sortie justement des épreuves du bac, on peut entrer chez Albert School après ce concours, encore une fois on le dit, un peu différent, un peu new look. On va aussi miser sur la personnalité du candidat ou de la candidate. Qu'est-ce qu'on va trouver exactement dans le curricula, dans le parcours pédagogique d'Albert School qui va faire que c'est fondamentalement différent et qu'encore une fois on est prêt à embrasser avec agilité ce monde qui est en train de complètement changer? Alors c'est un programme en 5 ans. Les 3 premières années sont en formation initiale, donc se passe entièrement sur le campus, et puis les 2 dernières années en alternance. Le cursus, grosso modo, il y a 50% de cours qui sont plutôt techniques, donc des maths ou de la data, et 50% des cours qui sont plutôt business, donc marketing, finance, stratégie, économie. Après, il y a des cours d'anglais, évidemment, et un peu de cours d'humanité pour s'ouvrir à l'esprit. Et ce qu'on a mis en œuvre pour que le programme soit réellement professionnalisant, c'est ce qu'on appelle des business deep dive. C'est des cycles de 3 semaines, lors desquels on met à chaque fois une entreprise en avant dans l'école. Donc la première année, les élèves vont voir 8 entreprises, chacune pendant 3 semaines. C'est des entreprises de tailles différentes, de secteurs différents. Et ça aide les élèves, à faire des ponts entre leurs cours, parce que quand ils font de la finance, du marketing ou de la data, ils appliquent tout ça à la même entreprise, donc ils comprennent la cohérence d'ensemble. Ça les aide à s'orienter, parce qu'ils voient de plein de secteurs différents. Et ça, c'est fondamental, parce que souvent encore aujourd'hui, je croise des élèves qui sont en Master 1 ou en Master 2. Quand je leur demande « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?», ils me disent « Je sais pas ». Alors moi je leur dis mais ça fait 3 ans que tu fais des études, pourquoi tu te lèves le matin? Et la plupart du temps la réponse c'est parce que j'ai un concours ou parce que j'ai un examen. Sauf qu'aujourd'hui quand on travaille dans une entreprise, on se lève pas le matin parce qu'on a un examen ou parce qu'on a un boss qui vérifie qu'on est là le matin. Et donc nous on veut pas non plus que nos élèves ils viennent pour ça. Ce que vous reprochez finalement au modèle traditionnel de l'école de commerce et de l'enseignement supérieur, c'est finalement de ne pas redonner de purpose, de ne pas redonner vraiment de but à ces talents pour justement pouvoir construire une carrière qui sera forcément multiforme en plus. Exactement, il faut redonner un sens aux élèves, redonner un sens à l'éducation. Et il y a cette phrase d'Einstein d'ailleurs qu'on adore, qui est l'éducation c'est ce qui reste quand on a oublié tout ce qu'on a appris à l'école. Et donc nous on s'y attache un peu, ok c'est important qu'ils apprennent à l'école, mais le plus important c'est qu'ils aient un sens et qu'ils savent où ils aillent. Qu'est-ce que vous avez retenu d'ailleurs de vos études supérieures? Alors moi j'ai fait un parcours classique, j'ai fait une prépa à Louis-le-Grand et puis j'ai intégré Polytechnique et j'y ai appris plein de choses. Mais surtout des choses très techniques d'ingénieur. Donc j'ai appris un peu de physique quantique et un petit peu de maths très compliquées, dont je vous passe les détails. C'est sympa de nous les épargner, mais en tout cas ça veut bien dire que avec ce parcours que vous décrivez comme plutôt classique, et aussi un parcours d'excellence en l'occurrence sur ces questions tech, quantique notamment et data, vous a dit qu'il fallait adapter aussi cette pédagogie et pouvoir aussi ramener ces questions tech pures et dures à hauteur de talent et pouvoir, là aussi, disséminer de la tech dans les métiers du business. Absolument. Alors, je pense que ce qu'il faut vraiment que je précise, c'est qu'on ne pense pas qu'il ne faut plus d'écoles comme Polytechnique ou comme HEC. C'est des superbes écoles, la prépa, c'est excellent. Le problème aujourd'hui en France, c'est que c'est la seule voie d'excellence. Et qu'aujourd'hui, si on est très bon et qu'on va faire des très bonnes études, on doit faire une prépa et des études académiques. Le côté professionnalisant et excellence,
en France ont tendance à être antinomiques. Et nous, on pense qu'il n'y a pas de raison que ce soit comme ça. Et donc, on veut être la première école d'excellence, professionnalisante, proche du monde d'entreprise, dédiée aux entreprises. Pour être proche de ce monde de l'entreprise, qui là aussi est en train de changer fondamentalement, de façon fondamentale, on va le dire plutôt comme ça, il faut aussi se dire que peut-être qu'aujourd'hui, on est sur une obsolescence programmée des compétences. Comment est-ce que, justement, dans le parcours qui est proposé dans cette nouvelle école, on va pouvoir mixer les savoir-faire et les savoirs tout court, ces compétences émotionnelles, ces fameuses soft skills dont les entreprises sont aujourd'hui friandes, et les savoirs dont on a quand même besoin pour pouvoir justement mener à bien ces projets? Quand je pitchais le projet à des investisseurs, il y en a un qui m'avait dit une chose que j'ai trouvée extraordinaire. Il m'a dit en 1950, les employeurs ils cherchaient des compétences qui étaient savoir travailler de longues heures, faire du calcul et suivre des directives. Et la prépa, c'est excellent pour ça. Aujourd'hui, les employeurs ils cherchent des gens qui savent être collaboratifs, qui savent être créatifs, qui savent travailler en équipe et résoudre des problèmes ouverts. Et la prépa, elle colle plus tellement à ça. Et nous, effectivement, notre programme, on l'a créé de sorte à ce que les élèves travaillent énormément ensemble, à ce qu'ils soient confrontés à des problèmes ouverts. Et donc, finalement, la réponse n'est pas toujours blanc ou noir. Parfois, on écrit des choses, on n'est pas trop sûr. Et c'est important de les mettre à l'aise dans ces situations-là, parce que c'est les situations en fait, qu'on rencontre de la vie professionnelle. Dans la vie professionnelle, c'est jamais blanc ou noir. Si on entre chez Albert School ici en 2022 sur cette année scolaire, on en sort en 2027, a priori, si j'ai bien compris, après ces 5 ans de parcours. Ça veut dire qu'entre l'entrée à l'école et la sortie de l'école, peut-être que l'emploi auquel on se destine aura déjà drastiquement changé. Comment est-ce que vous anticipez, là aussi, encore une fois, cette obsolescence des savoirs, cette obsolescence programmée de ce diplôme? Et est-ce qu'il aura encore une valeur, ce diplôme, tout court? Alors nous, on ne prépare pas à des métiers spécifiques très techniques. On est une école quand même très généraliste, puisqu'on est une école de commerce plus un peu ingénieur sur le côté data. Finalement, on forme, je le répète, les leaders de l'économie de demain. Donc, on entraîne les gens à comprendre ce que c'est qu'une entreprise. Et ça, finalement, il y a des normes qui évoluent, mais ce que c'est qu'une entreprise, ça ne change pas. On comprend la finance, le marketing, voilà, des sujets assez haut niveau. Après, on met la main dedans pour le faire en pratique, mais on a une compréhension au niveau. Et puis sur la data, les outils vont changer. Python va peut-être passer à Julia dans quelques années. Mais finalement, le mindset de se dire, quand je prends une décision, je vais voir les chiffres et j'essaye de les analyser pour voir l'impact que ma décision va avoir, ça ne va pas changer. C'est un raisonnement méta qui va suivre mes élèves sur le long terme et va leur permettre d'être hyper performants. Donc on apprend surtout à rester agile jusqu'au dernier moment pour pouvoir anticiper ces changements du monde de demain. Pour vous, ça veut dire quoi fondamentalement de l'école? Cette envie finalement d'avoir créé la vôtre avec un parcours qui est celui d'une école d'ingénieur et d'une école d'excellence, revoir finalement le modèle pour ces nouveaux talents qui vont arriver bientôt sur le marché du travail, c'est le fait de se dire qu'il faut se poser cette question de l'orientation et de laisser les possibles ouverts le plus tôt, là aussi possible. Je pense effectivement que c'est très important de laisser aux élèves un choix d'orientation très vaste. Et puis, en sortie de bac, la grande majorité des élèves ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Et donc, le premier rôle de l'école, c'est de les aider à s'orienter, mais en laissant toutes les voies ouvertes. Et puis après, sur les années 4 et 5 de master, les aider un peu plus à se spécialiser sur des métiers. Donc si je vous entends bien, c'est se dire qu'on peut choisir de ne pas choisir et c'est OK, c'est pas très grave dans la mesure où on a encore tous les scénarios devant les yeux et le fait de se dire que c'est possible de réussir à pouvoir progresser sur ces professions-là à venir. Exactement, j'ajouterais une petite nuance, c'est que quand on rejoint Albert School, on choisit quand même qu'on va rentrer dans le monde de l'entreprise. C'est dans ce sens-là qu'on dit qu'on est une école de commerce, on prépare à rentrer dans le monde de l'entreprise. Effectivement, on a choisi de ne pas être médecin ou de ne pas être avocat. Mais sinon, dans le monde d'entreprise, les métiers en fait sont vastes et on peut garder toutes ces voies ouvertes. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, l'enseignement supérieur en général et peut-être aussi déjà dès le lycée en particulier, on se pose assez tôt la question de l'employabilité? On se pose tout de suite la question de l'employabilité et pour le faire, on travaille main dans la main avec des entreprises partenaires et on coécrit le programme avec eux et ils nous disent ça, c'est les compétences dont on a vraiment besoin, celles-ci un peu moins. Et donc, en fait, on prépare nos élèves à faire des choses très pratiques pour les entreprises. Donc, l'employabilité, il n'y a aucun doute qu'elle est là. Du pragmatique, de l'action et justement de la data. C'est donc tout le programme d'Albert School. Hommage à Albert Einstein s'il en est. Merci Grégoire Genet d'être venu nous en parler. Vous restez évidemment sur ce plateau parce que dans la deuxième partie de l'émission, on va célébrer la Paris Games Week. Vous le savez, l'événement revient justement dans la capitale, ouvre ses portes dès aujourd'hui. On va en parler sous l'angle de l'éducation aux écrans et aux jeux vidéo avec l'initiative Pédagogeux. Évidemment, Jeanne Dreyfus est aussi à nos côtés. Dans un instant, on va comprendre quelle est son idée derrière la tech du jour. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech.
Et c'est le Zap avec Édouard Degnaud. Something's got Jesus. Damn happening. Jumping Jehoshaphat. We're out of this world. And not in the same chassis we left in. As curious as to where and when that fragment took us is how, son. You see, we're commandeering a person in this continuum. Not unlike the way... Tá preparado? Então vai. 1, 2, 3 e... E agora nós vamos pra segunda. A segunda. E agora. Tênis. Aê! Mais? Olha o que eu acabei de fazer. Retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Grégoire Genet, CEO et cofondateur d'Albert School. Nous a rejoint également par téléphone Olivier Gérard. Olivier, vous êtes le coordinateur médias et usages numériques de l'UNAF. Vous êtes aussi le coordinateur de Pédagogie, une très belle initiative dont on parle à l'occasion de l'ouverture de la Paris Games Week 2022. Bonjour à vous Olivier. Bonjour. Avant de reprendre justement notre talk, Jeanne Dreyfus a une idée derrière la tech et ça tombe très bien. Et Jeanne, on te suit cette semaine dans une exposition pour les petits et pour les grands. Ça se passe en ce moment à Paris et il s'agit d'insectes. Et oui, tout à fait. Direction la galerie de minéralogie du Muséum d'histoire naturelle à Paris, au Jardin des Plantes, où l'on peut voir, eh bien ça, cette exposition mini-monstre qui invite les 7 à 12 ans à étudier les rampants, les volants et autres bestioles qui ont bien mauvaise presse, nous servant tour à tour d'insultes. Tu es moche comme un pou, ai-je dit ce matin à mon mari, qui m'a répondu, et toi tu es une méchante comme une teigne, un mercredi classique, ou d'interjection. Whoopinaise. Ah, vous aurez reconnu, eh bien, Homer Simpson. Il faut savoir que l'entomophobie, à savoir la phobie des insectes, concerne 7 Français sur 10, alors même que les enfants ne craignent pas les insectes avant de rencontrer la phobie de leurs parents, en fait. Mais est-ce que du coup, cette exposition va nous aider à complètement revoir notre point de vue sur les insectes, peut-être à mieux les comprendre? Eh bien oui, déjà en nous montrant que nous sommes souvent effrayés de ce que nous ne connaissons pas. Il faut savoir qu'on connaît 1 million d'insectes alors même qu'on envisage leur population de 10 à 20 fois supérieure. Et sur cette population, eh bien, les nuisibles sont vraiment en minorité. Leur utilité, elle est partout. Ils servent de nourriture à d'autres espèces. Ils sont des pollinisateurs primordiaux. Et je ne parle même pas seulement des abeilles. En Arctique, par exemple, où peu d'animaux survivent, eh bien, les fleurs sont pollinisées exclusivement grâce aux moustiques qui, s'ils n'étaient pas là, eh bien, empêcheraient les plantes de pousser. C'est donc pour changer notre regard que l'exposition met en valeur les super pouvoirs de ces bestioles. Je vous présente Aérobatique, la mouche qui peut atteindre des pointes à 60 km à l'heure pour la mouche tsetse, le guépard de nos insectes volants.
ou Super Minus, l'acarien, ce nettoyeur de quelques millimètres, un petit éboueur perso qui mange nos peaux mortes dans nos lits. Il y en a 100 000 par couche. Ça a l'air sale et pourtant... Je veux enlever cette image mentale de mon esprit tout de suite. C'est sale et pourtant nos lits seraient vachement plus sales s'ils n'étaient pas là. Et ces images d'acariens, eh bien, elle est visible au sein... Cette image est visible au sein d'une galerie de portraits réalisée par Thierry Béraud, réalisateur de nombreux documentaires sur le microscopique, qui a développé et breveté une technique donc, qui permet de filmer les insectes grossis plusieurs milliers de fois. Là, on voit un pou qui s'accroche avec ses petites griffes sur nos cheveux. Oui, mais non, c'est pas parce qu'il y a des petites pinces et des petites griffes qu'il est plus sympathique d'un coup d'un seul. Adorable. Eh bien, en tout cas, oui, leur tête n'a rien à envier aux monstres de science-fiction. Clairement. Est-ce que ça veut dire pour autant que nos craintes sont totalement infondées? Alors, bon, déjà, oui et non. Disons que le moustique est vieux de plus de 100 millions d'années. Donc, évidemment, ils sont parfaitement intégrés à nos écosystèmes. Mais il faut bien dire aussi que le moustique, eh bien, c'est le plus gros tueur de la planète, un serial killer qui tue 1,5 million de personnes par an par son entremise. Voit-on sur le mur des records dans l'exposition, en matière de comparaison, eh bien, le requin, ça tue à peine 10 personnes par an. Mais pourquoi sont-ils de plus en plus dangereux? Eh bien, encore notre faute, goddamn humans. Parce que malheureusement, quand on parle de moustiques, rappelons que l'invasion de certains d'entre eux est due au tourisme mondialisé. Le moustique tigre, ayant pondu ses œufs dans l'eau stagnante et d'un navire venant d'Asie, a infecté nos contrées. Et évidemment, le réchauffement climatique n'arrange pas les choses puisqu'il favorise la migration de certains parasites au nord. Est-ce que ça veut dire aussi que cette exposition, elle va forcément faire changer le regard des enfants, mais aussi des adultes sur les insectes? Eh bien oui, je ne te le fais pas dire. Et pour finir, pour plaire aux petits et aux grands, j'invite tout le monde à venir à partir du 14 novembre voir les illuminations qui ont lieu. Et dans tout le jardin des plantes, vous pourrez voir briller de mille feux, roitelets, coléoptères et araignées, mille pattes, cloportes et vers luisants. L'ensemble de ce monde qui grouille à nos pieds et vole au-dessus de nos têtes en géant encoloré sous la voûte étoilée. Bon, c'est au Jardin des Plantes à partir du 14 novembre. Vous êtes invité par Jeanne Dreyfus. Si on vous demande justement un mot de passe à l'entrée, vous dites mini-monstre directement, c'est beaucoup plus simple. Merci beaucoup, Jeanne, pour ce voyage incroyable au pays des insectes. Évidemment, c'est fascinant de découvrir toutes ces infos-là. On va découvrir d'autres informations, cette fois-ci sur un autre monde, le monde du jeu vidéo. Ça se passe tout de suite avec Olivier Godard et Pédagogeux pour la Paris Games Week. C'est la deuxième partie du talk. Olivier Gérard, évidemment, est avec nous par téléphone interposé. Olivier, vous êtes le coordinateur médias et usages numériques de l'UNAF. Vous êtes aussi le coordinateur de Pédagogeux. C'est cette très belle initiative qui, justement, permet d'expliquer l'univers du jeu vidéo aux parents. Alors, il y a une partie, évidemment, de pédagogie sur l'utilisation des écrans, sur l'utilisation des jeux eux-mêmes, mais il y a aussi toute une partie de pédagogie qui est faite sur l'univers, le secteur du jeu vidéo lui-même. D'abord, votre credo, c'est de se dire qu'on peut sensibiliser ses parents, dédramatiser la question sans éviter les sujets qui fâchent, Olivier. Exactement. Tout à l'heure, Jeanne disait dans sa rubrique qu'on était souvent effrayé par ce qu'on ne connaissait pas. Dans l'univers du jeu vidéo, on est sur la même idée, c'est-à-dire que pour nous, l'important aujourd'hui, c'est de pouvoir accompagner les parents, expliquer, leur faire connaître cet univers du jeu vidéo qui est évolutif, qui apporte énormément de choses. Et c'est le premier élément, avant de pouvoir ensuite, avec eux, construire une pratique du jeu vidéo en famille qui soit la plus utile pour les enfants. Nous, on croit depuis 2008 beaucoup au rôle des parents, à la place des parents dans l'utilisation des jeux vidéo. Et on essaie véritablement de les accompagner tout en abordant tous les sujets. On n'a aucun sujet tabou autour des jeux vidéo. Et depuis 2008, justement, depuis l'entrée en activité de Pédagogeux, vous avez noté des interrogations nouvelles ou différentes. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, les parents qui étaient peut-être, tiens, soyons fous, des gamers hier, réussissent à avoir moins de présupposés, moins de clichés sur l'univers du jeu ? En fait, c'est très intéressant. D'abord, les parents d'aujourd'hui sont souvent des parents joueurs. On a plus de parents qui sont joueurs que de parents qui ne sont pas joueurs. Ça, c'est un premier point à prendre en compte. Ce qui est intéressant, c'est que l'image qu'ont les parents du jeu vidéo, elle a fortement évolué. Aujourd'hui, les parents ont une image plutôt positive du jeu vidéo. Ils voient bien que c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup, que c'est un objet culturel. Ils sont eux-mêmes joueurs, donc ils connaissent un tout petit peu l'univers des jeux. Et en même temps,
il y a encore un certain nombre de craintes, d'angoisses, d'inquiétudes qu'ils font part lorsqu'il s'agit des pratiques de jeux vidéo de leurs enfants notamment. Donc il y a parfois une espèce aussi de décalage entre ce que eux vivent dans l'univers du jeu vidéo, ce qu'ils ont connu ou ce qu'ils connaissent, ce qu'ils voient au niveau sociétal, et puis dès lors qu'il s'agit de regarder le jeu vidéo sous le prisme de leur enfant, là ressort des inquiétudes, ce qui est assez normal, assez cohérent. Et donc nous on essaye de travailler sur ça, de dire, vous voyez, retravaillons sur ce qu'apporte le jeu vidéo et essayons de dédramatiser tout ça. Intéressons-nous concrètement qu'est-ce qui se passe avec vos enfants, et c'est tout l'objet de notre action pédagogique. Oui, c'est assez humain, si j'ose dire, le fait que ces gamers d'hier devenus parents aujourd'hui, finalement, dès qu'on touche à leurs enfants, se posent peut-être des questions qu'ils ne se posaient pas quand ils jouaient tout simplement eux-mêmes. Si je vous entends bien, ça veut dire qu'ils voient clairement dans le jeu vidéo une source de talent, une source justement d'industrie et de débouchés professionnels, mais quand on revient à la pratique même quotidienne de leurs enfants sur ces jeux et sur le e-sport notamment en particulier, puisque c'est un des axes fort de la Paris Games Week. Là, par contre, les cartes et les pistes sont encore un petit peu brouillées. C'est moins clair pour eux. Oui, tout à fait. Alors, par exemple, le e-sport est assez intéressant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup quand même de parents qui sont très éloignés de ce phénomène du e-sport, qu'ils ne connaissent pas du tout. Et ça, tout à l'heure, vous posiez la question des évolutions. C'est probablement une évolution majeure depuis les 10 dernières années, l'explosion du e-sport, que nous, on essaye d'accompagner également d'un point de vue explicatif et pédagogique. Et c'est vrai que c'est quelque chose que pour beaucoup de parents, peut-être joueurs, c'est pas un univers qu'ils connaissent, c'est un univers qui peut effectivement les déstabiliser. Et même sur les métiers du jeu vidéo, il y a toute une partie de l'industrie, de l'univers des métiers du jeu vidéo qu'ils ne connaissent pas. Donc il y a aussi besoin de leur montrer que finalement les métiers du jeu vidéo, c'est pas simplement être dans soit joueur, soit de faire un jeu vidéo, mais qu'il y a tout un ensemble de métiers très diversifiés avec des talents, des compétences multiples et variées, et qu'au fond, chaque enfant pourrait trouver, quels que soient ses centres d'intérêt, un métier dans l'univers du jeu vidéo. Et ça, c'est hyper important de l'expliquer aux parents. Mais alors concrètement, on fait comment? Là, si on se rend à la Paris Games Week, on peut vous retrouver notamment sur des stands. Vous allez nous montrer quoi? Des métiers? On va mettre les mains dans le cambouis avec vous, justement, sur toutes ces opportunités qu'offre l'industrie du jeu? Alors, on sera présent sur l'espace junior, hein, c'est un peu l'espace des familles, en lien avec le jeu Made in France qui est juste à côté. Et l'idée, c'est qu'on va leur montrer la diversité des jeux et surtout les inciter à s'intéresser aussi encore plus à ça, si leur enfant a envie de travailler dans l'univers du jeu vidéo, que ce soit l'objet d'une vraie discussion avec les enfants, qu'ils connaissent toutes les filières qui existent, tous les métiers qui existent, toutes les écoles qui existent. Après, effectivement, sur des salons de ce type-là, on ne peut pas aller plus loin, mais c'est vraiment créer quelque chose, voilà, un déclic pour qu'ils s'intéressent à ça, qu'ils soient rassurés que oui, on peut avoir l'ambition de travailler dans le secteur du jeu vidéo, qu'il y a plein de choses intéressantes à faire, et que ça ne veut pas dire que notre enfant va devenir simplement une espèce de gamer-joueur qui passera ses nuits sur son ordinateur. Et pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, Olivier, Grégoire, j'ai envie de vous retourner cette question, parce que notamment chez Albert School, cette nouvelle école de commerce et école d'excellence que vous lancez en passant par le prisme de la data, on peut se dire aussi que le secteur du jeu vidéo, là aussi, c'est une source infinie pour les talents de demain. La France est très bien placée d'ailleurs dans le secteur du jeu. Est-ce que parmi les professionnels et les experts qui vont venir coacher notamment vos étudiants et vos étudiantes, le jeu vidéo est concerné? Absolument, le jeu vidéo c'est une des débouchés possibles pour nos élèves, pas tant dans la création de jeux vidéo mais dans le management de ce genre de société, puisque les enjeux technologiques sont importants et donc les maîtriser c'est essentiel. On a la chance d'avoir parmi nos investisseurs Alexandre Yazdi, qui est le fondateur et le patron de Voodoo, donc qui peut nous aider et nous accompagner aussi sur ces sujets-là. Mais au-delà de débouchés potentiels dans ce secteur, je pense que le jeu vidéo et le jeu de manière générale, c'est un outil aussi pédagogique très important aujourd'hui à remettre au centre des écoles. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces serious games, qui sont des jeux mais qu'on essaie de rendre plus sérieux pour les rendre plus proches du monde du travail. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on s'appuie énormément à Albert School pour avoir une formation qui est plus épanouissante, où l'élève est engagé, motivé, et une fois encore, pas une formation où il vient et il travaille parce qu'il y a un concours ou un examen. C'est-à-dire qu'on va pouvoir justement, dans le cursus, dans le curricula d'Albert School, pouvoir justement se tester ses capacités d'agilité. On parlait tout à l'heure aussi de ses compétences émotionnelles et de ses compétences de savoir-faire qui sont aujourd'hui évidemment des fondamentaux pour ces métiers du futur et pour ces entreprises. On va pouvoir les tester grâce à ces serious games.
Je prends un exemple, on parlait aussi d'impact. Pendant les 2 semaines d'intégration, on a travaillé avec une société qui s'appelle 2 tonnes et qui en fait met les élèves dans une situation de jeu réel où ils doivent prendre des décisions sur leur vie de tous les jours. Est-ce que je prends l'avion pour aller en vacances? Est-ce que je mange de la viande, etc. Et grâce à ça, essayer de réduire leur émission carbone à 2 tonnes, qui est l'objectif qu'on s'est fixé. Et donc ça, pour les élèves, c'est hyper ludique. Et puis ça leur permet de concrétiser un peu les choses. Donc on gamifie en très mauvais franglais le parcours pour là aussi pouvoir retenir les bons réflexes. Absolument. Olivier, comment est-ce que le jeu d'ailleurs peut être un relais pour l'éducation? Aujourd'hui, c'est à la fois une source de nouvelle pédagogie, on l'entend ici avec Grégoire et avec Albert School, mais pas seulement, j'imagine. En fait, ce qui a été dit par Grégoire, on le retrouve y compris à tous les niveaux. C'est-à-dire que nous, on travaille par exemple sur l'utilisation de jeux vidéo pour favoriser un certain nombre d'apprentissages, de savoir-être. Je vais prendre un exemple, on est en train de développer tout un cursus, en tout cas un programme à destination d'élèves des écoles primaires où on va s'appuyer en fait sur des jeux vidéo, alors pour le coup, pas des serious games, mais des jeux vidéo grand public, où en travaillant avec les jeux vidéo, on va leur permettre d'apprendre un certain nombre de notions telles que la coopération, le travail en équipe, etc., sans qu'ils en aient l'air, en les laissant jouer. Mais en construisant en fait une leçon à partir de jeux très classiques, on va pouvoir en fait transmettre un certain nombre de valeurs. Ça, c'est un premier pilier sur lequel nous on croit beaucoup. D'ailleurs, en complément des serious games qu'on peut utiliser peut-être plus dans la formation ou dans le milieu professionnel, on peut parfaitement détourner un certain nombre de jeux grand public pour en faire un objet finalement d'apprentissage. Et on peut retrouver la même chose au sein des familles. Nous, on incite beaucoup les parents et les enfants à utiliser le jeu vidéo finalement pour parler entre eux, pour aborder un certain nombre de sujets qui peuvent être traités dans le jeu vidéo. Et finalement, ça peut être un média, un moyen de recréer du lien et finalement, en tant que parent, de transmettre quelque chose. Au-delà de transmettre ce qu'évoquait Jeanne tout à l'heure, c'est-à-dire de transmettre ses angoisses et ses peurs, on peut aussi transmettre un certain nombre de valeurs très positives en utilisant les ressorts du jeu vidéo. Absolument, et ce jeu vidéo qui devient un élément de discussion, on l'entend justement avec vous, et de remédiation finalement entre parents et enfants, c'est aussi là aussi un relais pour les talents féminins en France. 47% des gamers sont des gameuses et pourtant ils ne sont que 15% à représenter les professionnels du jeu vidéo. Là aussi, Olivier, et j'inclus évidemment Grégoire dans cette question, c'est une source de questionnement pour l'ensemble de l'industrie du jeu. Comment faire pour que ces talents féminins soient mieux représentés dans l'industrie, Grégoire ? Alors je pense que c'est pas une question facile. Déjà, je pense que les jeux qui existent aujourd'hui, l'ensemble des jeux qui existent aujourd'hui s'adressent peut-être plus et ont plus été créés pour les garçons puisque c'était les acheteurs et que finalement c'était un marché et donc on crée des jeux pour eux. Donc déjà, il faut que les éditeurs de jeux s'intéressent peut-être plus aux femmes, ce qu'ils sont en train de faire, mais ça a pris du retard et donc ça va prendre des années à être comblé. Et puis une fois que celles-ci joueront plus, elles seront probablement plus à même aussi de vouloir derrière travailler dans cette industrie. Absolument. Justement, on recevait il y a quelques jours sur ce plateau Jennifer Lufo, afro-gameuse pour les intimes, et puis surtout Invincible Jane, ça c'est son nom de streameuse et de twitcheuse en l'occurrence, qui elle est notamment aussi une des professionnelles de ce jeu vidéo chez Ubisoft. Elle travaille au marketing de ce grand studio français et international de jeux vidéo. Et c'est ce qu'elle nous disait, il faut vraiment que les filles réussissent à s'imposer dans le jeu, qu'elles n'aient pas peur, qu'elles osent oser tout simplement, Olivier. Là aussi, c'est important de peut-être aussi susciter des vocations en débunkant, là aussi je fais du très mauvais franglais, auprès des parents qui parfois sont extrêmement bienveillants dans la façon dont ils vont orienter leur fille vers ces professions ou pas du jeu vidéo, leur dire que tout va bien se passer. Oui, tout à fait. Je crois que ce qui a été dit tout à l'heure, il y a quand même aussi une espèce de cliché qui reste que le jeu vidéo, ce serait un univers de garçons, de jeunes hommes, etc. Et que dans l'univers, que mettre sa fille là-dedans, ça pourrait être problématique. Il faut dédramatiser tout ça, il faut montrer qu'il y a des choses qui se passent. Vous avez cité des chiffres, vous avez montré des exemples, et puis ça passe beaucoup par évidemment l'éducation des parents, mais aussi dans d'autres lieux. Nous, dans des expérimentations qu'on mène, et lorsqu'on travaille par exemple avec des clubs ou des associations de e-sport, on essaie vraiment de faire en sorte qu'on soit dans des équipes mixtes, que garçons et filles jouent, parce qu'au fond, dans la plupart des jeux, même s'ils peuvent s'adresser à l'origine auprès des jeunes garçons, c'est des jeux qui peuvent parfaitement être joués. Et puis aujourd'hui, on commence à avoir des jeux qui sont dégenrés, entre guillemets, et qui peuvent parfaitement retrouver
des univers de garçons et de filles, si tant est que ce type d'univers est encore un sens aujourd'hui. Jeanne, toi aussi, tu t'intéresses à la façon dont on peut rendre ce secteur plus inclusif? Oui, tout à fait, mais je voulais juste revenir donc, sur le fait que cette exposition dont j'ai parlé sur les insectes mini-monstres est totalement ludique, qu'on peut jouer à essayer de faire sortir un pou d'une tête, on peut soulever des cheveux parce qu'on se pose la question, est-ce que Louis XIV était fier ou pas, ou aimait ou pas avoir des poux, est-ce qu'il en avait? Vous savez, on ne se pose pas suffisamment la question en même temps que tu me diras. Et on apprend en soulevant des poils que oui, il adorait avoir des poules, des poux sous son... et des poules aussi, visiblement. Les deux, c'est dingue. Parce que ça symbolisait le fait d'avoir un bon sang. Et en matière de jeux vidéo et d'insectes, je voudrais citer un autre jeu assez génial qui s'appelle Everything, qui est pour PlayStation, et en fait qui permet d'être à différents niveaux de l'échelle des êtres vivants, que ce soit du côté d'un animal ou que ce soit du côté d'un insecte ou même d'une cellule, où le changement d'échelle en fait permet d'appréhender le monde autour de nous d'une façon totalement adaptable, qui est assez génial. Tu es totalement vendu à la cause des insectes désormais. C'est ce que je vois aussi. Merci en tout cas infiniment Olivier d'avoir commenté avec nous cette ouverture de la Paris Games Week sous le prisme de Pédagogeux. Pédagogeux, je le rappelle, c'est l'initiative dont vous êtes le coordinateur. On vous retrouve évidemment à la Paris Games Week, mais aussi tout au long de l'année avec des initiatives très concrètes, pédagogeux.fr, pour les découvrir. Merci infiniment à Grégoire Genet de nous avoir accompagnés pour cette émission. Grégoire, je rappelle, vous êtes le CEO et le cofondateur d'Albert School, cette école de commerce qui mise sur la data et justement sur les métiers de demain. Merci comme toujours à Jeanne Dreyfus qui va repartir justement voir ces mini-monstres puisqu'elle est totalement vendue à la cause des insectes. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour une nouvelle émission.